Le 26 juillet 1793, en pleine guerre civile vendéenne, Angers est le point d'infiltration des troupes républicaines en Vendée militaire. Depuis mars, une population de paysans écrasés d'injustice se soulève contre la nouvelle autorité révolutionnaire. Celle-ci, dans l'angoisse de perdre ses acquis et son pouvoir, tente d'écraser cette insurrection. Un jeu du chat et de la souris sanglant où plus de 300 000 personnes vont mourir. Des républicains, des royalistes, des bleus, des blancs. Une année incertaine, tachée d'épisodes et d'événements troublants, comme ce 26 juillet où 600 hommes se tuent en se jetant du haut de la falaise de la Roche de Mur. Comment une bourgade comme Mur-Érigné a pu se retrouver prise dans la folle histoire de la Révolution française? C'est ce que va découvrir Clic-Clac. Bonjour, moi c'est Clic-Clac. Je suis curieux de tout et j'aime l'aventure. Alors avec ma bicyclette et mon appareil photo, j'explore l'Anjou pour découvrir des lieux et des histoires surprenantes. Un jour, j'ai découvert une très vieille carte postale en noir et blanc avec des gens habillés comme à l'époque des chapeaux, et en lisant ce qui était écrit, c'est comme si j'avais voyagé dans le temps et que j'étais avec tous ces gens sur la carte. J'aime tellement l'histoire et je prends tellement de photos que tous les copains m'appellent Clic-Clac. Ils disent que c'est le bruit de mon appareil. Du coup, moi je dis que c'est aussi le bruit du temps et des histoires qui passent. Aujourd'hui, direction la Roche de Mur. La butte d'Érigné, c'est l'ancien nom de la Roche de Mur, à une époque où Mur et Érigné étaient encore deux bourgades distinctes. Il suffit de se promener dans la vallée entre la Loire et l'Ouette pour comprendre pourquoi l'endroit s'appelle ainsi. Le promeneur fait face à un imposant mur rocheux de 60 mètres de haut sur environ 1 km de long. L'endroit est bien connu des Instagrammeurs qui viennent y réaliser de magnifiques clichés. Il faut bien dire qu'à cette hauteur, le point de vue qui s'offre sur la pointe de Bushman est exceptionnel et donne un cadre idéal à la contemplation et aux rêveries. Pourtant, c'est aussi un lieu taché de sang, de cris et de larmes, que l'histoire oublie mais que Clic-Clac est bien décidé à mettre à jour au travers des différents indices qui se cachent ici. Le voilà qui arrive à bicyclette par le petit hameau du Ruau, sur le chemin en provenance de Denay. Je vais poser ma bicyclette ici et continuer à pied. Ça monte trop pour moi. Et ce sera plus simple de continuer sur ce petit escalier en terre. Mais alors qu'il s'apprête à s'engager sur l'escalier, il remarque le petit bâtiment en pierre qui borde la butte. Il y a une ardoise avec des inscriptions dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de plaque, comme sur les vieilles auberges. Il lit. L'état-major 26 juillet 1793. Ça, un état-major? On dirait juste une petite cabane de jardin. J'ai vraiment pas l'impression que ça date de la Révolution française. Je vais essayer de faire le tour. Quelqu'un approche et Clic-Clac ne veut surtout pas s'attirer de problème. Je note cette date dans mon carnet et je reviens plus tard. Il grimpe donc les escaliers. Il y a au moins 100 marches avant d'arriver là-haut dans un champ de vigne. Ça doit être par là. Il traverse la parcelle de vigne et finit par se retrouver dans les genêts au bord du vide. Waouh, c'est magnifique. Je peux voir tout d'ici. Bushman, le triangle vert, la cathédrale d'Angers et même les clochers des Ponts de Cé. Dommage qu'il y ait ce truc qui bouche la vue. Je me demande ce que c'est. En fait, au bord du précipice, suspendu au-dessus du vide, il y a une arche en béton qui forme un cadre avec des tiges d'acier qui ressortent. Peut-être un funiculaire qu'ils ont voulu construire après la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas. Je prends photo et je montrerai ça à quelqu'un qui s'y connaît. Enfin, en se retournant, Clic-Clac voit l'immense colonne qui tourne le dos à Angers et surplombe l'esplanade en haut de la roche. On dirait un monument aux morts ou je sais pas quoi. La colonne est surveillée par 2 lions en bas et une femme tenant un drapeau se trouve tout là-haut. Comme si elle voulait se montrer fière et avancer devant la peur. Il s'en approche et fait le tour. Il s'arrête et lit l'inscription qui accompagne le monument. À la gloire des 600 soldats parisiens morts pour la défense de la patrie. Les soldats parisiens? Je comprends pas. Pourquoi des Parisiens sont venus mourir ici? Puis c'est quoi cette histoire d'état-major? Si je me souviens bien, 1793, c'est la guerre de Vendée. Mais je sais plus trop bien ce qui s'est passé. En tout cas, il y a quelque chose ici en lien avec ça. Je vais aller voir Madame Pasco, elle saura m'expliquer. Madame Pasco, c'est sa prof d'histoire au collège. Elle est toujours contente de satisfaire la curiosité débordante de Clic-Clac. Et il semble bien qu'il ait encore une fois besoin d'elle pour éclaircir ses interrogations. Il déboule les escaliers, enfourche son vélo et file à toute allure avec plein de questions en tête. Un instant plus tard, il toque à la porte de sa prof et l'ouvre avant même d'avoir l'autorisation d'entrer. Ça ne surprend pas Madame Pasco, c'est comme un rituel entre eux. Clic-Clac débarque sans prévenir et pose sa question, mais en échange, Madame Pasco obtient de lui une assiduité et une rigueur parfaites en cours. Madame, j'aimerais comprendre c'est quoi la guerre de Vendée. Je sais que c'est la Révolution française, mais pourquoi les gens se sont révoltés? En 1789, les gens ont faim. Depuis plusieurs années, les mauvaises récoltes s'enchaînent.
pour 2 raisons. Lesquels? D'une part, des conditions météorologiques défavorables, et d'autre part, un système agricole totalement désuet, étriqué par une monarchie vieillissante. Ce sont les nobles qui tiennent les campagnes. Les premiers à faire les frais de cette situation, ce sont d'abord les paysans eux-mêmes, et ensuite la petite population française, qui peut même pas se payer un pain avec des cours du blé qui s'envolent. En fait, à cause de la monarchie et de la météo, les gens n'arrivent plus à manger. Une partie s'en sort bien cependant. Les bourgeois. Ils se sont nourris des pensées philosophiques des Lumières tout au long du XVIIIe siècle et ont pu, grâce au capitalisme naissant, améliorer leurs conditions. Ils ont la conscience, l'argent, Mais pas le pouvoir. ils décident donc de porter les contestations d'en bas pour déstabiliser le pouvoir d'en haut. C'est le début de la Révolution française. En 1792, la monarchie est renversée. Désormais, c'est la Constituante qui tient le pouvoir et la République est proclamée. La constituante, c'est quoi? La Constituante, c'est comme notre Assemblée nationale actuelle, mais avec beaucoup plus de pouvoir. Elle décide de tout, propose et vote les lois. Mission réussie pour la bourgeoisie. Mais si l'ordre politique d'en haut est modifié, les inégalités sociales d'en bas restent les mêmes. Le bas peuple ne peut pas voter, car il faut payer pour participer aux élections et justifier d'un certain patrimoine. D'ailleurs, les impôts s'alourdissent et la vie devient de plus en plus pénible pour une population qui avait placé beaucoup d'espoir dans cette révolution qui semblait si lumineuse. C'est là que les événements vont s'assombrir. Le début de la terreur. La République commence à entrer dans la paranoïa. Elle craint 2 choses, le pouvoir du pape sur la France et le retour du roi. Imaginez que cette France d'en bas, qui a porté la Révolution et les bourgeois au pouvoir, se retourne finalement contre eux et fasse appel à ses curés ou à son bon roi Louis XVI. Donc, dès 1790, les députés votent la constitution civile du clergé. Je comprends pas. En gros, ils veulent faire de tous les membres de l'Église en France des fonctionnaires qui se soumettent à la Constituante et non plus au Vatican. Bien évidemment, le pape refuse et les curés français suivent. Les messes sont interdites et les religieux pourchassés. Les paysans et les ruraux soutiennent leurs prêtres et commencent pour la première fois à s'opposer à la Révolution. Pourquoi les gens des campagnes soutiennent les prêtres? L'Église est un vecteur d'intégration sociale. Le dimanche, on arrête le travail et on se voit à la messe. Idem pour les baptêmes, les mariages. Ça structure la vie. Dans la France rurale de 1700, sans internet et sans voiture, le sentiment d'appartenance à une communauté est très important pour survivre socialement. C'est un peu le Facebook de l'époque. Et le point de non-retour est franchi le 21 janvier 1793. Louis XVI est guillotiné. Au moins là, on est sûr qu'il ne pourra plus revenir demander son trône. On a une contestation latente qui macère depuis des années, un peuple sans roi accablé d'injustice et qui se trouve dans l'interdiction de pratiquer sa religion. La guerre civile est prête à éclater et déchaîner toutes les rancœurs accumulées. Il suffit plus que d'une étincelle et tout explose. Voilà ce qui arrive en mars 1793, lorsque la République appelle 300 000 hommes à se battre aux frontières. Donner son sang pour une République qui ne leur donne aucun droit? Certainement pas. Des émeutes éclatent partout en France, vite matées. Sauf en Vendée, où les gardes républicaines ne parviennent plus à contenir la foule en délire. Donc, les bourgeois se sont servis de la contestation des paysans et du bas peuple pour déstabiliser la monarchie, mais la République qu'ils ont mis en place n'a pas satisfait leurs attentes et même pire, a accentué leur misère. Devant la levée des 300 000 hommes en 1793, c'est tout le pays qui conteste. Mais le conflit s'enracine et dérive en guerre civile en Vendée. En fait, ce qui s'appelle Vendée, c'est le territoire qui borde le Sud-Loire entre Nantes et Angers et qui s'étend jusqu'à Fontenay-le-Comte. Le cœur du royaume indépendant qui est en train de se former, c'est Cholet, en plein Maine-et-Loire. Et si l'histoire l'a appelé Vendée, c'est parce que c'est le seul département à se situer entièrement en sud de la Loire. Et surtout, c'est le seul avec lequel il est possible de qualifier l'ennemi de Vendéen. C'est beaucoup plus dur en partant du mot de Maine-et-Loire ou de Loire inférieure. Bref, cette fois, c'est certain. En se retrouvant à la frontière entre royalistes et républicains, Mur-Érigné était en première ligne pendant la guerre de Vendée. Voilà qui donne l'idée à Clic-Clac de se rendre aux archives et d'aller voir son ami Monsieur Bertrand. Ça sera l'occasion de lui demander ce qu'il sait à propos de cette arche en béton, et surtout d'obtenir plus d'informations sur ce qui s'est déroulé à La Roche le 26 juillet.
Les archives. Le voilà devant une ancienne abbaye entièrement rénovée et qui abrite les précieux documents relatifs à l'histoire de la région. Il sonne à l'interphone et quelqu'un répond. Ah, clic-clac! Qu'est-ce qui t'amène cette fois? Tu veux me montrer des nouvelles cartes postales de collection? Non, c'est pour la Roche de Mur. Je suis allée là-bas, j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses pendant la guerre de Vendée. Ah oui, je vois. Tu veux parler du 26 juillet 1793, avec le commandant bourgeois et le bataillon des Lombards. Le bataillon de quoi? Entre, je vais t'expliquer. Clic-clac pénètre dans le bâtiment. Pour rejoindre l'atelier de Monsieur Bertrand, il doit passer par la vieille bibliothèque. Il adore voir tous ces anciens livres d'époque qui racontent chacun des histoires. Au bout de la salle, il rencontre l'archiviste. Il s'est passé quoi le 26 juillet 1793? Et pourquoi il y a eu un état-major au Ruau? Assieds-toi, je vais t'expliquer. Tu connais la guerre de Vendée? Oui. Eh bien, pendant cette période, Angers, c'était comme une balle de ping-pong. Comment ça? Un coup les royalistes s'en emparaient, un coup les républicains la reprenaient, un coup les royalistes s'en emparaient, un coup les républicains la reprenaient. Les Vendéens, c'était une armée éphémère de paysans. Et ils retournaient de suite à leurs travaux agricoles une fois le combat passé. Ce qui laissait l'occasion aux troupes de la République de reprendre la ville dès que les royalistes s'en allaient. Or, c'est ce qui s'est passé en juillet. Les républicains avaient récupéré Angers. Mais les Blancs voulaient les chasser. Tu comprends vite, mon petit clic-clac. Les généraux ont désigné Bourgeois pour commander la troupe des Lombards qui devait garder la butte d'Érigny. Ce commandant Bourgeois a installé son état-major au Ruau, juste en bas de la butte, sur la route de Chalonne. Et ensuite il s'est passé quoi? Ensuite, les Vendéens sont arrivés par surprise au petit matin et ont coincé les Bleus en haut de la butte. Mais ils ne les ont pas massacrés, ils les ont acculés jusqu'au bord du précipice et les républicains ont été obligés de sauter dans le vide pour tenter de sauver leur peau. Et 600 sont morts. Alors, ça, c'est ce que dit le monument. Hein. Tu as regardé la date de construction? 1889 je crois. Oui, c'est-à-dire pour célébrer les 100 ans de la Révolution française. Donc 100 ans plus tard, les politiques de l'époque faisaient alors feu de tout bois pour honorer et porter haut les valeurs républicaines. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une rue du commandant bourgeois au Pont de C, par exemple. Quand il parle de 600 morts, 600, ce serait plutôt 88, quand on regarde les rapports de l'armée à cette date. D'ailleurs, certains de ces rapports font même allusion à une fuite des Lombards devant l'ennemi. Il n'est pas possible d'établir avec certitude les faits et les chiffres. Tu sais, clic-clac, ce sont les vainqueurs qui font l'histoire. Heureusement qu'il reste des traces physiques pour se rappeler qu'il s'est passé des choses. D'ailleurs, c'est quoi cette arche? Ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le 26 juillet et la guerre de Vendée. C'est la fondation d'une cabane industrielle qui fabriquait des balles de pistolet et qui était au-dessus du vide pour faire couler le plomb. Donc en fait, à part l'état-major, il reste plus rien du 26 juillet. Si, justement, il y a ce carnet qui est entré très récemment aux archives. C'est un habitant qui l'a retrouvé au Ruau. Je n'ai pas encore pris le temps de le lire, mais je te fais confiance pour en prendre soin et en apprendre un petit peu plus sur ce commandant bourgeois. C'était son carnet de bord. Clic-clac ouvre donc le carnet poussiéreux, dont les pages sont jaunies par le temps, et commence à lire. 23 juillet 1793. Angers est en état de siège, et nous devons impérativement défendre le pont de C, le seul pont d'accès au nord du fleuve. Si les royalistes s'en emparent, Angers tombe. Voilà qu'il m'incombe la pire des missions, celle de commander le 8e bataillon des Lombards. L'ennemi s'approche, nos éclaireurs le voient. Il est partout dans les campagnes, et remonte chaque village jusqu'à nous. Il tourne la page et lit ce qui s'est passé pour Bourgeois le jour suivant. 24 juillet 1793. Nous voilà positionnés avec ma femme et notre enfant sur la butte d'Érigny, dans une bâtisse du Ruau. Les généraux appellent ça votre état-major. Cet état-major égale à peine la valeur de ma troupe, un amas de pierres collées contre la butte. 25 juillet 1793. Les Vendéens ont été vus dans les communes alentours, et leur attaque pourrait bien nous surprendre pendant la nuit. J'ai rassemblé le bataillon et donné mes ordres. La troupe ne fait que boire et crier. J'ai demandé à des cavaliers de partir en éclairage. Je doute qu'ils le fassent. Décidément, ces hommes vont nous perdre. Que des recrutés des faubourgs parisiens, des vagabonds urbains. Et vient enfin ce fameux jour du 26 qui va inscrire pour toujours l'histoire sur la roche de Mur. 26 juillet 1793. Un violent coup de canon brise la vitre et nous réveille. Les royalistes attaquent la butte. Je sors du Ruau pour prendre le commandement du bataillon, mais celui-ci se débande. En ordre, rassemblez-vous! Il ne tirait aucun coup de feu pour retenir les coups de canon de la Vendée qui faisait face. Je revins alors chercher ma famille, et nous n'eûmes pas d'autre choix que de sauter du promontoire afin d'échapper aux Vendéens. Quand au pied de la falaise je retrouvai mes esprits, ce fut pour découvrir les corps désarticulés de mes proches, parmi les dépouilles des fuyards qui avaient déserté. Clic-clac referme le vieux carnet. En retournant sur place avec sa bicyclette et son appareil photo, il place son œil sur l'objectif
Un clic, puis un clac, et tourne la page de cette histoire pour en retrouver bientôt une autre.